Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce numéro des Matins du Sénat spécial consacré à l'écologie et à l'environnement. Je vous propose de revoir le discours du Premier ministre Édouard Philippe au Sénat le 6 décembre dernier, en plein mouvement des Gilets jaunes. Ce discours a été suivi d'un débat des sénateurs sur la fiscalité écologique et le pouvoir d'achat. Et la veille de ce débat, l'Élysée avait renoncé à la hausse des taxes sur les carburants, cause première du mécontentement des Gilets jaunes. Et en même temps que ce recul, le gouvernement lançait la grande concertation nationale sur la fiscalité et le pouvoir d'achat des Français. Une concertation qui doit se dérouler sur le terrain, dans les territoires, grâce au relais des élus locaux. Tout de suite, le discours d'Édouard Philippe et le débat du Sénat sur la fiscalité écologique. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, dans chacun des territoires que vous représentez, depuis 3 semaines, des groupes de Français ayant enfilé un gilet jaune, parfois des groupes très restreints, parfois des groupes plus larges, organisent des barrages filtrants, ouvrent des péages, occupent des ronds-points ou des zones commerciales. Ces actions se déroulent en général dans le calme. Un calme qui contraste avec l'extrême violence que nous avons connue samedi dernier à Paris et dans de nombreuses villes, à Toulouse, à Marseille, au Puy-en-Velay, où le Président de la République s'est rendu mardi. J'aurais pu également citer l'île de la Réunion, où Annick Girardin s'est rendue la semaine dernière pour échanger avec les manifestants, les élus, et apporter des réponses aux questions et aux colères qui étaient formulées. Vous êtes, ou vous avez été, des élus locaux. Moi aussi. Cette colère, vous ne la découvrez pas. Moi non plus. Nous l'avons sentie monter, année après année, élection après élection, qu'elle se formule parfois par des abstentions massives ou qu'elle se formule d'autres fois par des coups de semonce. Contrairement à quelques autres, je ne cherche pas à désigner les coupables de cette colère, mais je constate qu'elle vient de loin, qu'elle a longtemps été muette, et que si elle a été muette, c'est parce que longtemps elle a été tue, par pudeur, par fierté parfois, car se mettre en colère et dénoncer quelque chose que l'on subit, c'est parfois vécu et perçu comme quelque chose qui ne serait pas à la hauteur. Certains ont reconnu, avec beaucoup de sagesse et d'honnêteté, que cette colère venait de loin. Je veux les en remercier, pas en mon nom propre, bien entendu, mais au nom de ceux qui, loin des surenchères, recherchent, sans renier bien évidemment leurs convictions, comme quoi les deux sont possibles, une issue républicaine à une crise dont la violence a surpris tout le monde. J'ai déjà eu l'occasion de citer, et je le refais bien volontiers dans cet hémicycle, le nom et l'œuvre de Marc Bloch, et je note que dans un de ses plus célèbres ouvrages, il évoque l'importance de la lucidité. Lucidité évoquée comme un exercice permanent qui implique d'être constant quand on croit que ce que l'on fait est juste et d'avoir le courage de faire autrement quand quelque chose ne fonctionne pas. Tous les maires, tous les présidents d'exécutifs locaux l'ont vécu au moins une fois. C'est à cet exercice que nous nous sommes attelés, un exercice qui se traduit de 3 manières différentes. Lucidité d'abord sur la situation d'extrême tension que traverse notre pays. Des tensions qui nous ont conduits à la conclusion qu'aucune taxe ne méritait de mettre en danger la paix civile. Comme je l'ai dit hier à l'Assemblée nationale, nous avons donc décidé, avec le Président de la République, de renoncer aux mesures fiscales concernant le prix des carburants et les prix de l'énergie
qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2019. Le Sénat ayant voté la suppression de ces taxes dans le projet de loi de finances 2019, elles ne seront pas réintroduites. Lucidité ensuite. Lucidité ensuite sur la méthode. Une bonne méthode, ça n'est jamais que le moyen qui permet d'atteindre le but qu'on s'est fixé. C'est une méthode qui s'adapte à une situation qui, par nature, n'est jamais figée. Parce que certains problèmes demandent des solutions rapides et que d'autres exigent des concertations plus larges. C'est l'objectif du débat que le Président de la République m'a demandé de conduire. Un débat qui vise à répondre à 3 questions concrètes. La première concerne le rythme, les modalités, le calendrier de la transition écologique, qui demeure, nous le savons tous, pour notre pays, pour nos territoires, et je pense en particulier à nos territoires ultramarins, mais pour tous les territoires de la France, pour notre économie, pour notre agriculture, pour notre pouvoir d'achat, un horizon qui n'est ni négligeable ni négociable. J'ai proposé une première série de mesures d'accompagnement, laquelle venait s'ajouter à des mesures déjà existantes d'accompagnement de cette transition. Ces mesures sont massives par leur montant. Elles ont, à bien des égards, prouvé une partie de leur efficacité, en tout cas auprès d'une partie de la population, si j'en juge par la consommation, par le recours massif et même supérieur à celui qui avait été initialement envisagé à des dispositifs comme, par exemple, la prime à la conversion automobile. Elles ont prouvé donc une partie de leur efficacité, mais elles ne répondent pas, si j'en crois les manifestants, à la totalité des besoins exprimés par les Français. Le débat doit donc permettre de les compléter avec les Français, avec les professionnels, avec les élus, avec tous ceux qui peuvent exprimer le besoin précis et travailler aux réponses adaptées. La deuxième question concerne les trajets domicile-travail. Des trajets qui ponctionnent une part importante des salaires, des revenus en général, un peu comme l'ont dit certains, comme un impôt caché sur le travail. J'ai chargé Muriel Pénicaud, Jacqueline Gourault et Elisabeth Borne de conduire une concertation avec les organisations syndicales et avec les élus pour nous aider à trouver des solutions rapides et concrètes qui s'adaptent aux spécificités de leur territoire. Un certain nombre de ces consultations avaient été engagées dans le cadre de la préparation de la loi d'orientation des mobilités et j'observe que beaucoup d'associations d'élus avaient salué ce travail de concertation, mais il peut être approfondi, là encore, pour trouver, territoire par territoire, indépendamment des dispositifs institutionnels, le cas échéant, les solutions adaptées aux besoins exprimés par nos concitoyens. Enfin, dernière question, la fiscalité et la dépense publique. Les Français qui portent un gilet jaune l'ont dit, ils veulent moins d'impôts, moins de taxes, et savoir à quoi ces impôts et ces taxes servent. Et c'est bien légitime. Nous devons donc ouvrir un débat. Le débat, il a lieu évidemment et heureusement, c'est le sens même de la démocratie et du contrôle parlementaire, chaque année dans les 2 assemblées. Mais reconnaissons ensemble, mesdames et messieurs les sénateurs, que la technicité de ce débat, sa qualité à certains égards, mais sa grande technicité, rend parfois difficile la lecture, les enjeux de l'utilisation de telle ou telle enveloppe, la réalité ou les perspectives de telle ou telle recette. Nous devons donc ouvrir un débat qui permette de ramener de la clarté, de la transparence dans une question dont nous savons tous qu'elle est très passionnelle en France. Une question passionnelle que nous devons aborder dans le calme, sans pour autant transiger sur l'ambition. Je me fixe 2 règles en la matière.
D'abord, que ce débat ne crée pas de nouvelles taxes et qu'il ne vienne pas creuser ou augmenter encore la dette. Nous voulons baisser les impôts, très bien. Alors, regardons l'ensemble du sujet, de la dépense, des recettes et de cette dette qui a crû de façon très significative en France depuis maintenant de nombreuses années. Soyons vigilants à ce que nous ne léguions pas à nos enfants des taxes futures, des dettes qui viendront grever leur pouvoir d'achat. Et soyons vigilants à ce que la maîtrise de la dépense publique préserve les territoires et les Français qui en ont le plus besoin. Enfin, je souhaite que ce débat puisse aussi, même s'il est encore, pour beaucoup de Français, cela semble clair, je souhaite que ce débat puisse nous permettre de prendre conscience de la chance dont nous disposons de pouvoir bénéficier de services publics de qualité. Des services qui, ailleurs, peuvent parfois coûter très cher et très cher directement. Nous payons des impôts qui sont effectivement très élevés en France. Mais ce sont aussi grâce à ces impôts que nous pouvons consacrer en moyenne 6 200 € par an à chaque élève scolarisé à l'école primaire, 8 500 € à chaque collégien français, 12 000 € pour chaque lycéen en lycée professionnel. Des sommes importantes qui sont à la charge de l'État ou des collectivités territoriales et qui relèvent du paiement par les Français de l'impôt et des taxes. Ce débat, il doit être national et doit être également territorial, au plus près des Français. Il doit être institutionnel puisque nous pouvons nous appuyer, et c'est tant mieux, sur des associations, des institutions qui ont été créées pour faire vivre le débat public, au premier rang desquelles, bien entendu, les deux assemblées. Mais au-delà de ces deux assemblées parlementaires, le Conseil économique, social et environnemental, les institutions régionales qui existent en la matière. Mais il doit être aussi ce débat informel, direct, afin que chacun sache qu'il pourra y prendre part et qu'il pourra être entendu. Je souhaite que les élus, leurs associations, y prennent toute leur place, que les Français puissent y contribuer, qu'on y parle aussi peut-être de toutes ces dépenses contraintes qui, sans être juridiquement ni des impôts, ni des taxes, pèsent au fond au moins autant sur ce qui reste à la fin du mois. Il est impératif, mesdames et messieurs les sénateurs, que les maires prennent toute leur part dans ce débat. Et permettez-moi de profiter de cette tribune pour saluer et remercier ceux d'entre eux qui ont relayé notre message d'apaisement. Remercier l'Association des maires d'Île-de-France qui a proposé d'ouvrir des cahiers à destination de ceux des Français qui souhaitent s'exprimer directement. Remercier aussi les maires ruraux qui organisent ce samedi une journée mairie ouverte pour dialoguer. Pour moi, la vraie démocratie directe, celle qui permet d'allier la proximité et la légitimité, c'est bien celle-là. Les maires sont d'ailleurs, une fois encore, en première ligne sur le terrain pour appeler au calme et répondre à la colère. Certains nous ont demandé des effectifs policiers supplémentaires en prévision de samedi prochain. Nous travaillons activement avec ceux qui expriment ces besoins pour pouvoir y répondre dans des conditions satisfaisantes. Cette lucidité, elle nous a conduit à rechercher l'apaisement. Elle nous conduit aussi à continuer à avancer, à continuer à tenter d'apporter des réponses très concrètes, sur mesure, pas toujours très spectaculaires, mais durables, à nos territoires. Des territoires dont nous savons tous qu'ils n'ont ni les mêmes atouts ni les mêmes besoins. C'est ce qui nous a conduits à travailler avec les élus alsaciens pour essayer d'imaginer avec eux une structuration, une évolution permettant de prendre en compte leurs aspirations, mais les aspirations également légitimes des autres élus de la région Grand Est. C'est ce qui nous a permis de travailler avec les élus notamment du département des Ardennes à la constitution et à la construction d'un pacte
permettant là encore de trouver des solutions concrètes et des moyens pour faire évoluer la situation dans le bon sens. C'est ce qui nous a conduit à poursuivre l'initiative qui avait été prise dans le bassin minier, en y apportant des financements, les financements qui avaient été évoqués, de façon à, là encore, définir sur mesure les besoins des territoires et la réponse de l'État. C'est ce qui sera inscrit dans le pacte qui liera l'État à la région Bretagne et dans celui qui est en discussion avec les Pays de la Loire. C'est aussi la raison du déploiement de la police de sécurité du quotidien. C'est aussi dans le domaine du raccordement au haut débit, dont nous savons tous et dont nous discutons souvent de la nécessité et de l'urgence qui s'y attachent, le plan d'équipement qui fait que 2800 pylônes, depuis janvier dernier, ont reçu les équipements nécessaires pour la 4G, avec, vous le savez, un changement de logique dans la relation entre l'État et les opérateurs qui nous permet d'envisager un équipement plus rapide et plus complet du territoire par rapport à ce qui était initialement prévu. C'est dans le domaine de la santé la suppression du numerus clausus afin, dans le temps, de faire en sorte que le nombre de médecins augmente et les 1500 jeunes médecins qui, depuis mai 2017, ont décidé de s'installer dans des zones fragiles. C'est le remboursement depuis septembre 2018 de la téléconsultation. Aucun de ces instruments, à eux seuls, n'est une réponse à des problèmes très vastes et très anciens. Mais il nous paraît que ces instruments constituent des éléments de réponse et qu'il faut les évoquer. C'est le déploiement du plan Action Cœur de Ville qui consacre 5 milliards d'euros à la revitalisation des centres de 222 villes petites et moyennes. C'est aussi la réorientation de nos investissements, des TGV vers les déplacements du quotidien. Une réorientation qui est forcément lente et qui est toujours délicate, qui n'est jamais insensible, notamment pour les territoires qui attendent la construction de ces lignes à grande vitesse, mais qui est nécessaire si nous voulons pouvoir entretenir dans de meilleures conditions les infrastructures qu'utilisent des millions de passagers, si nous voulons essayer de désengorger les métropoles grâce au rail, et notamment au rail de proximité, si nous voulons désenclaver les villes ou les territoires ruraux. Je pense à la RN 164 en Centre-Bretagne, promise par le général de Gaulle, je crois. C'est la RN 122 à Aurillac, qu'Édouard Balladur, je crois, s'était engagé à construire. C'est la RN 88 du Puy-en-Velay vers Mende et Rodez. On pourrait citer la RN 2 entre Hirson et Maubeuge, la RN 21 vers Périgueux. On pourrait citer aussi, me semble-t-il, l'autoroute vers Castres depuis Toulouse. C'est enfin la future loi d'orientation sur les mobilités que vous allez examiner. Cette lucidité doit nous conduire à continuer de mieux rémunérer le travail, parce que derrière la question du pouvoir d'achat, il y a celle de la rémunération du travail en France, qui durant de nombreuses années n'a pas assez augmenté ou a été grevée par des évolutions, et notamment des évolutions d'impôts. Depuis le mois d'octobre, des millions de salariés ont bénéficié d'une hausse, certes toujours moins importante que celle qu'on espérait, mais néanmoins réelle, de leur salaire net. Dès le mois de janvier 2019, le SMIC augmentera de 1,8% et sur un an, grâce à l'action conjuguée de cette indexation, de la baisse des cotisations sociales et de la prime d'activité, la hausse est de l'ordre de 3% par rapport au 1er janvier 2018. La hausse de la prime d'activité que nous avons décidée pour avril 2019 amplifiera encore cet effet. Et je suis prêt à examiner toutes les mesures qui permettraient d'augmenter les rémunérations au niveau du SMIC sans pénaliser excessivement la compétitivité de nos entreprises. Et les salariés pourront encore gagner plus grâce à la suppression des cotisations sociales sur les heures supplémentaires. Vous aurez enfin, mesdames et messieurs les sénateurs, l'occasion d'acter, dans le cadre du projet de loi Pacte, le développement massif de l'épargne salariale, de l'intéressement et de l'actionnariat salarié. Nous continuerons à nous battre pour l'égalité des chances, parce que la colère qui s'exprime concerne évidemment les fins de mois, et même souvent les milieux de mois, mais elle concerne aussi l'avenir, celui d'enfants de millions de familles qui ont le sentiment de ne pas avoir les mêmes chances que les autres de réussir. C'est le sens des mesures
de dédoublement des classes dans les réseaux REP et REP+, dont les retours formulés par les élus, les enseignants, les parents, sont positifs. C'est le sens aussi du dispositif Devoirs faits au collège, de la scolarisation qui sera évoquée prochainement dès l'âge de 3 ans et qui est une très belle mesure républicaine. La scolarisation obligatoire, bien entendu. C'est le sens de la réforme de l'apprentissage, dont chacun sait qu'il permet de s'insérer avec plus de facilité dans le monde du travail. Le sens de la refonte de notre système de formation professionnelle. Le sens de l'investissement massif dans les compétences que nous souhaitons réaliser. Cette lucidité nous oblige à continuer de réduire la dépense publique dans notre pays, justement pour pouvoir baisser les impôts. Nous avons vu combien ces deux baisses, parce qu'elles sont liées, sont urgentes. En 2017, la France a réduit ses déficits. Elle continuera à le faire. Elle maîtrise la hausse de la dépense publique de l'État. Grâce à l'engagement des élus, elle maîtrise aussi la hausse de la dépense publique locale. Et grâce à nos efforts continus, ceux de nos prédécesseurs et ceux de la majorité actuelle, nous allons pouvoir voter un budget de la sécurité sociale à l'équilibre. Ces tendances encourageantes sont le fruit d'efforts collectifs, en vérité moins celles de majorités successives que des Français, passés, présents, nationaux et locaux. Depuis le mois d'octobre, des millions de contribuables ont bénéficié d'une baisse de 30% de leur taxe d'habitation. Une taxe que beaucoup d'entre nous disaient à juste titre injuste. Une taxe que beaucoup d'entre nous dénonçaient depuis des années et que nous allons supprimer par tranches successives en compensant, comme c'est bien naturel et comme c'est surtout bien constitutionnel, à l'euro près pour les collectivités, la charge. Nous avons choisi aussi de réduire et de simplifier la fiscalité sur le capital, parce qu'il s'agissait d'un engagement pris au moment de la campagne présidentielle puis de la campagne législative devant les Français. Parce que nos entreprises ont besoin de capital pour se développer. Parce que notre pays a besoin d'investisseurs nationaux et étrangers. C'est un choix de stratégie économique totalement annoncé et totalement assumé. Ce choix, je l'ai dit hier, nous sommes prêts à l'évaluer. Nous n'avons pas peur de ce débat. Nous pensons qu'il est nécessaire. Et nous croyons même qu'il permettra de documenter, de démontrer le bien-fondé de ce choix. Enfin, cette lucidité nous conduit à poursuivre ce combat indispensable en faveur de solidarité bien réelle. Ce ne sont pas forcément les mesures dont on parle le plus, et pourtant, nous savons que ce sont souvent celles qui changent la vie dans les faits. La revalorisation de tous les minima sociaux, bien entendu. La mise en place du tiers payant pour le complément de mode de garde au 1er janvier 2019. L'offre de petit déjeuner dans les zones REP+. Les repas à 1 € dans les cantines des communes rurales qui ne disposaient pas ou ne pouvaient pas offrir ce service. La possibilité pour tous les Français, à partir de 2019 et de manière progressive, de bénéficier d'une prise en charge à 100% de leurs lunettes, de leurs frais dentaires ou de leurs prothèses auditives. Ces dépenses, ce sont souvent des dépenses très lourdes. Elles ne pèseront plus sur le pouvoir d'achat. Là où la lucidité commande de faire différemment, la même lucidité commande de poursuivre les grandes transformations. Parce que toutes ces transformations apportent une réponse, parfois de court, parfois de moyen, parfois de long terme, aux préoccupations qui s'expriment. Avant que le débat ne s'engage, je voudrais dire, mesdames et messieurs les sénateurs, un mot des violences que nous avons déplorées et de la sécurisation des probables manifestations de samedi prochain. Mes premiers mots seront d'abord pour nos forces de l'ordre. Ces hommes, ces femmes ont été les victimes d'un incroyable déchaînement de violence dont bien souvent le but était d'attaquer, de blesser, parfois même de tuer. Ces hommes, ces femmes ne sont pas simplement des représentants de la République. Ne seraient-ils que des représentants de la République ? Ce serait déjà une immense fierté.
Ils ont été samedi des gardiens de la République, des incarnations de la République, des défenseurs de la République. Je veux leur dire, en mon nom propre et au nom de l'ensemble du gouvernement, et je crois au nom de l'ensemble de la nation, ma reconnaissance, mon admiration face à leur sang-froid, face à leur professionnalisme. Permettez-moi de remercier également l'administration et les services judiciaires qui se sont mobilisés pour apporter des réponses pénales rapides et fermes aux délits commis samedi dernier. Je voudrais aussi, mesdames et messieurs les sénateurs, redire mon dégoût en découvrant les images du saccage de l'Arc de Triomphe. Ce dégoût, des millions de Français l'ont ressenti dans leur chair, tout comme ils condamnent les menaces ou les agressions contre les représentants de la nation, élus ou fonctionnaires. Nous en retrouverons les auteurs, ils seront traduits en justice et j'espère, mesdames et messieurs les sénateurs, qu'ils seront sévèrement punis. Depuis le début des contestations, nous n'avons jamais interdit de rassemblement. Cela étant, les événements de samedi dernier doivent nous conduire à faire preuve de la plus grande prudence et de la plus grande détermination. C'est pourquoi le ministre de l'Intérieur a invité celles et ceux qui envisageaient de se rendre à Paris samedi prochain pour manifester à ne pas le faire. Il ne s'agit pas d'interdire de s'exprimer, mais bien d'éviter qu'ils soient pris au piège, d'une certaine façon, que leur tendent les casseurs. Pour y faire face, le gouvernement va mobiliser des moyens exceptionnels qui s'ajouteront aux 65 000 forces de sécurité qui seront déployées dans toute la France. Nous continuerons à interpeller, à traduire en justice toute personne prise en flagrant délit de violence ou de dégradation. Nous continuerons à faire preuve de la plus grande fermeté. Nous nous battrons contre la haine et contre la violence qui s'exprime dans une incroyable violence. Mesdames et messieurs les sénateurs, dans la situation à laquelle nous faisons face, le devoir de lucidité s'impose à tous. Le devoir de responsabilité également, aux élus, aux membres du gouvernement, aux élus locaux, aux responsables des formations politiques, aux commentateurs, aux éditorialistes, aux citoyens, à tous. Il s'impose à tous parce que la liberté va toujours de pair avec la responsabilité. Je voudrais, pour en conclure, profiter de cette tribune pour saluer tous ceux qui ont lancé ou relayé cet appel au calme. Des organisations syndicales, des associations, des élus nationaux, quelles que soient les formations politiques dont ils sont membres, et quelle que soit la vision ou la position qu'ils puissent avoir face au gouvernement. Ils ont dit que leur responsabilité était d'appeler au calme et à ne pas manifester samedi. Cette responsabilité les honore et je voudrais dire combien elle les grandit. En France, dans cet hémicycle, comme dans toutes les rues, c'est la République qui doit avoir toujours le dernier mot. Elle est notre chose commune. Et puisque nous l'aimons, nous devons la préserver. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole va maintenant être aux orateurs des groupes. La parole est maintenant donc au président Jean-Claude Requier pour le groupe du Rassemblement démocratique, social et européen. Monsieur le Président, vous avez la parole. Merci. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, notre pays traverse l'un de ces moments de fièvre politique qui ont émaillé son histoire. Nul ne saurait s'en réjouir, hormis ceux qui font toujours du tumulte, de la division et de la haine leur fonds de commerce électoraliste.
Alors que le peuple s'exprime avec force, parfois avec violence, il est de notre devoir d'élus d'en comprendre les raisons et d'y répondre avec sincérité et responsabilité avant que les excès de fièvre ne cassent irrémédiablement le thermomètre de la démocratie. Cette réponse, justement, doit d'abord être politique et le Sénat doit y avoir toute sa place. Toutefois, il y a, à notre sens, un préalable absolu, le maintien de l'ordre républicain. Les dérapages quasi factieux qui se sont déroulés la semaine dernière sont intolérables. Ils appellent une réponse ferme de la justice. Mon groupe salue l'engagement et le dévouement de nos forces de l'ordre sur l'ensemble du territoire national. J'insiste, force doit être donnée aux lois de la République et au respect de l'ordre public. Monsieur le Premier ministre, nous savons que nos démocraties occidentales subissent aujourd'hui la pression croissante des forces contradictoires qui veulent mettre à bas l'héritage des Lumières. Nous devons prendre très au sérieux ce qui se passe aux États-Unis, en Italie, en Pologne, en Hongrie, pour ne citer que ces pays. À cela s'ajoute la mutation de l'information sous l'effet des réseaux sociaux et des chaînes d'information en continu. Jamais l'information n'a circulé aussi vite, jamais elle n'a subi autant de déformations. Jamais non plus elle n'a autant défié notre socle démocratique avec des risques de surréaction de certains de nos concitoyens. Pour autant, la crise que nous vivons ne ressemble à aucune autre, car elle se rattache à l'un des plus grands défis de l'humanité. Comme l'immense majorité de nos concitoyens, mon groupe est convaincu depuis longtemps de la menace que fait peser le réchauffement climatique sur l'homme, ainsi que de l'urgence d'une transition écologique et énergétique. C'est aussi notre modèle de croissance qui doit être interrogé, tout comme la redistribution des richesses. Mais sans doute, cette transition appelle-t-elle aussi d'imaginer cet avenir à l'échelle de nos concitoyens, afin qu'ils deviennent des acteurs pleinement conscients de cette transformation profonde. Oui, le besoin de réformer est une évidence. Néanmoins, réussir à réformer suppose d'user de pragmatisme et de simplicité. Dans le respect de tous, de chacun, l'écoute et l'attention pour répondre aux besoins quotidiens. Il est vrai que les revendications d'une grande partie des Gilets jaunes sont hétéroclites, pour ne pas dire parfois contradictoires. On ne peut tout à la fois réclamer dans le même souffle la baisse des impôts et davantage de services publics. Mais il est certain qu'il faut donner l'attention nécessaire à ceux qui souffrent et veulent vivre dignement de leur travail. En revanche, nous déplorons que la parole soit donnée sur les plateaux télé à ceux qui appellent à la sédition et au coup de force. Nous voyons encore dans cette crise le symbole de la déconnexion qui s'est progressivement installée entre gouvernants et citoyens. La fiscalité écologique cédera la place demain à un autre sujet sans doute, car cette crise ne va pas se résoudre en quelques semaines. Vous avez déjà annoncé un certain nombre de mesures que nous considérons pour notre part nécessaires mais insuffisantes. Suppression de la hausse de la fiscalité des carburants, le Sénat l'a fait ici en premier. Gel de l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité. Suspension du nouveau contrôle technique automobile. Vous souhaitez également lancer avec la Commission nationale du débat public un grand débat, je vous cite, national et local, institutionnel et informel, selon des formules de représentation innovantes, consacrées aux grandes questions qui préoccupent les Français. Nous en prenons acte, mais nous notons surtout que le Sénat, et mon groupe en particulier, travaille sur ces questions depuis longtemps, sans être dans la posture ou dans le tweet permanent. Nous cherchons d'abord à répondre aux besoins spécifiques des territoires, dans leur diversité. Non, tout le monde n'a pas vocation à créer une start-up. Pas plus que le numérique ne doit devenir l'alpha et l'oméga de toute réforme. Pensez aux zones qui attendent encore la 1G, d'ailleurs le téléphone portable, et cessons de ne donner la parole qu'aux financiers. Monsieur le Premier ministre, mon groupe a toujours privilégié le dialogue à la verticalité du pouvoir. Pour nous, l'empathie, c'est-à-dire aimer les gens, est une méthode de gouvernement, sans doute parce que nous sommes tous élus locaux et que nous sommes fiers de l'être.
Il faut donc réhabiliter les corps intermédiaires, élus locaux, syndicats, monde associatif, eux qui sont en prise avec les forces vives de la nation. Redonnons à leur voix toute sa vigueur. Il faut aussi écouter ces Français qui subissent la fracture territoriale qui s'amplifie depuis trop longtemps. Eux qui ont l'impression de ne plus exister vu de Paris. Eux qui subissent le recul continu de l'accès aux services publics. Eux qui ont vécu l'instauration technocratique du 80 à l'heure comme un oukase surréaliste. Eux qui n'ont que leur voiture pour se déplacer et aller travailler. Dans le monde rural, on a plus besoin de voitures que de trottinettes électriques. Il faut comprendre ces retraités à faible revenu à qui on a brutalement annoncé qu'ils devaient changer leur chaudière à fioul, mais à qui aucune banque ne prêtera l'argent nécessaire. Il faut encore, Monsieur le Premier ministre, que la technostructure fasse montre d'un peu moins de certitude et d'un peu plus d'humilité. Nous constatons aujourd'hui les effets de décisions bureaucratiques complètement déconnectées des réalités, et mais déjà n'est pas une incongruité, mais le devoir des personnes à responsabilité. Vous l'aurez compris, nous appelons de nos vœux des mesures pragmatiques et simples qui répondent aux problèmes de nos concitoyens et qui pourront immédiatement s'approprier. Valorisation du travail, accès aux services publics, mobilité, fiscalité, protection sociale, ces sujets mobilisent les Français, mais n'y répondons pas par une énième structure technocratique. Les constats sont connus, allons au but. Pour cela, vous pourrez toujours compter sur les élus locaux et les parlementaires, le Sénat en particulier. Comme l'écrivait Pierre Mendès France, la démocratie est d'abord un état d'esprit. Mon groupe, le groupe RDSE, dans toutes ses expressions, est fier de porter chaque jour cet état d'esprit. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est pour les sénateurs n'appartenant à aucun groupe et pour 5 minutes à Monsieur Ravier Stéphane. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, 18 mois après son élection, le chouchou, pour ne pas dire le joujou de la finance, celui que la presse avait déifié, celui qui avait fait de ses adversaires acharnés de doux ministres flagorneurs, celui qui ne pouvait plus seulement présider mais qui s'apprêtait à régner, ce président tout-puissant est aujourd'hui contraint de fuir la France en colère. Mais qu'a-t-il bien pu se passer pour que des Français qui n'avaient jamais manifesté descendent dans la rue pour y crier « Macron, démission ». Cet effondrement est la conséquence de 3 hausses. Tout d'abord, la hausse des insultes par celui qui était censé être le protecteur des Français et qu'il qualifiait tour à tour d'illettrés, de fainéants, de cyniques, d'extrêmes, de Gaulois réfractaires au changement et même de lépreux pour 11 millions d'entre eux. Ensuite, bien sûr, la hausse des taxes et des prélèvements, en même temps que la baisse des prestations et la disparition des services publics. Et au nom de la transition écologique, la hausse vertigineuse des taxes sur les carburants qui représentent 60% du prix du litre à la pompe. Et enfin, la hausse du mépris envers un mouvement populaire, apolitique et pacifique, une contestation devenue lame de fond. Qui sème l'insulte, l'appauvrissement et le mépris récolte la colère d'un peuple qui n'arrive plus à vivre. Beaucoup de nos compatriotes sont contraints de puiser dans leur épargne modeste pour survivre. Des millions de Français que votre politique ultralibérale a jetés sur le bas-côté, sur la bande d'arrêt d'urgence sociale et qui n'ont pas d'autre choix que de porter ce gilet jaune, signe extérieur de détresse. Colère légitime de millions de Français qui travaillent, qui paient ses impôts et vos taxes. Des Français qui constituent le peuple central, méprisé par le pouvoir central. Ces Français, ce ne sont ni les très aidés, où l'on retrouve les bataillons de l'immigration, ni les très aisés qui bénéficient de tous les cadeaux fiscaux de votre gouvernement. Ces Français en colère que vous n'avez pas vu venir, ce sont ces salariés, ces artisans, ces commerçants, ces fonctionnaires, ces chômeurs, ces jeunes, ces retraités
Tous ces Français qui sont sur les Champs-Élysées, ce sont les mêmes. Ce sont les mêmes que l'on a vus devant l'église de la Madeleine l'année dernière. La France des Gilets jaunes, c'est la France Johnny Hallyday, la France enracinée, la France qui ne demande qu'à travailler et à vivre des fruits de son travail, la France périphérique, la France des terroirs et des clochers qui est obligée de parcourir des dizaines de kilomètres pour aller travailler ou pour chercher du travail, faute d'en trouver en traversant la rue. Cette France contrainte de payer des taxes en même temps qu'elle voit disparaître les services publics de proximité, engloutis par la politique de la ville dont la carte ressemble étrangement à celle de l'immigration. Une France qui d'habitude se tait, mais qui aujourd'hui crie qu'elle ne veut pas mourir, que vous avez tenté en vain de décrédibiliser. Alors, si l'on suit votre logique de pollueur-payeur, alors pourquoi n'avez-vous pas taxé les plus gros pollueurs que sont les compagnies aériennes et les compagnies de navigation? Avions et super porte-conteneurs polluant bien davantage que toutes les voitures du monde, mais fidèle à sa ligne et à ses amis de l'hyperclasse, Emmanuel Macron protège les forts et matraque les faibles. Vous avez taxé les Français en assénant qu'ils seraient responsables du réchauffement climatique, alors que nous n'émettons que 0,9% du total des émissions de gaz à effet de serre, l'Allemagne 2 fois plus, la Chine 30 fois plus. En réalité, Monsieur le Premier ministre, vous tentez de culpabiliser les Français pour mieux les racketter, car il faut tenir les engagements que vous avez pris devant Bruxelles. Alors tout est bon, même les plus gros bobards. Passons au tout électrique et nous sauverons la planète. Or, la production de voitures électriques est plus polluante que celle des véhicules à essence. La production et le recyclage des batteries constituent une hérésie écologique et nous mettra de plus sous dépendance économique chinoise. Votre transition écologique est non seulement une imposture, mais de plus, elle ruine nos compatriotes. Vous taxez les Français, réduisez leurs pensions, leurs allocations, comme ce sera bientôt le cas avec la réforme de l'allocation logement qui impactera 1 200 000 Français. Certains bénéficiaires perdront jusqu'à 1 000 € par an. Et Emmanuel Macron, estimant que les minima sociaux coûtent un pognon dingue, alors il sabre, il supprime. Et c'est ce même Emmanuel Macron qui s'apprête à signer le pacte mondial de Marrakech, pacte qui fera de l'immigration un droit de l'homme qu'il sera impossible de contester. Il s'agit là, ni plus ni moins, d'accélérer le processus de submersion et de ruine de notre pays par des millions d'individus qu'il faudra assister en tout, car démunis de tout. Vous surtaxez les Français en leur disant qu'il faut faire des sacrifices et dans le même temps, vous faites savoir à toute la misère du monde qu'elle trouvera en France de quoi être logée, soignée, éduquée, formée. C'est complètement délirant et suicidaire. Nous vous invitons à tourner la page de l'ultralibéralisme au profit d'un modèle national et protecteur. Produisons, consommons... Il faut conclure. Non, il faut conclure. Produisons, consommons et retraitons local. Comme la moitié des pays d'Europe, comme les États-Unis, ne signez pas les accords de Marrakech. Supprimez l'AME et toutes les pompes aspirantes de l'immigration. Vous pourrez ainsi augmenter le pouvoir d'achat de nos compatriotes. Et je conclus. En mettant un terme à votre violence fiscale et vos injustices sociales, vous ferez enfin cesser cette violence inadmissible. S'il vous plaît. La parole est maintenant au président Hervé Marseille. Vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Au moment où nous engageons ce débat ici au Sénat, l'atmosphère est étrange. Elle est pesante, insaisissable, souvent inquiétante. Nous avons le sentiment presque d'une veillée d'armes. Certains jettent de l'huile sur le feu, comme on vient de le voir, tandis que le gouvernement est amené à réviser la doctrine d'emploi des forces de l'ordre. Comment a-t-on pu en arriver là, à une France aussi fracturée, parfois désespérée, souvent colérique? Comment a-t-on pu voir profaner la tombe du soldat inconnu et saccager l'Arc de Triomphe? À mon tour, je m'associe
à l'hommage rendu par Monsieur le Premier ministre aux forces de l'ordre et aux sapeurs-pompiers, à leur courage, à leur maîtrise, à leur professionnalisme. Monsieur le Premier ministre, oui, votre gouvernement a eu raison d'engager des réformes trop longtemps repoussées. Oui, votre gouvernement a eu raison de vouloir une Europe plus protectrice. Nous subissons non pas trop d'Europe, mais une insuffisance de volonté, de réactivité, d'ambition européenne. Oui, votre gouvernement a eu raison de mettre en évidence l'urgence climatique. Malheureusement, derrière ces intentions louables, beaucoup d'erreurs de jugement et de maladresse. Je n'en ferai pas la liste, beaucoup s'en sont déjà chargés. Chaque critique est fondée, légitime, sauf peut-être lorsque ceux qui ont le plus rempli la cruche sont aujourd'hui ceux qui dénoncent avec le plus de cynisme les dernières gouttes versées. Le rejet de nos institutions se nourrit aussi de ces comportements médiocres. La France, malheureusement, n'a pas l'exclusivité de telles manifestations. Vous regarderez ce qui s'est passé en 2013 en Italie, le mouvement des fourches, les Forconi, qui ensuite a donné lieu à l'existence du mouvement 5 étoiles, et vous connaissez la suite. L'urgence est absolue. Au-delà de l'impact à l'étranger et du coût économique, un nouveau samedi de chaos nous rapproche d'un bilan dramatique. Le vandalisme, le déchaînement de violence y conduisent, les réactions de peur et d'autodéfense y mènent tout autant. Dans ce contexte, la question d'un abandon de nouvelles taxes carburant ne se posait même plus. Le Sénat les avait supprimées. Il est dommage de ne pas nous avoir écoutés dès l'an dernier. Un freinage à temps aurait mieux valu qu'une sortie de route. Ce sont des annulations et le problème aujourd'hui demeure entier pour le pouvoir d'achat. Au demeurant, le problème de l'annulation des hausses sur l'électricité va se poser dramatiquement. On sait quelle est la doctrine du Conseil d'État en la matière et il y aura rattrapage. La crise doit désormais être une opportunité pour repartir sur de nouvelles bases. Mon expérience, notre expérience d'élus locaux conduit à quelques certitudes. Les réformes doivent avoir un sens, le ressenti est aussi important que la réalité, l'égalité des chances à long terme ne peut compenser l'injustice sociale immédiate, le discrédit partiel des corps intermédiaires ne peut justifier la verticalité de l'exercice du pouvoir. Enfin, les responsabilités de vos prédécesseurs ne vous exonèrent pas de vos propres erreurs. Ce n'est pas parce que vous avez trouvé des dettes publiques considérables, des prélèvements excessifs, des déficits extérieurs, une compétitivité des entreprises en berne, que vous aviez le champ ouvert à toutes les impulsions de la majorité. Monsieur le Premier ministre, les réformes structurelles produisent des ennuis tout de suite et des dividendes différés. C'est bien pourquoi autant de gouvernements ont aussi souvent renoncé. Ne soyons pas hypocrites, vous en avez lancé et c'est apporté à votre crédit. L'insuffisance du pouvoir d'achat est une source terrible de frustration et de colère. Beaucoup de salariés, d'artisans, de travailleurs indépendants, d'agriculteurs témoignent en ce sens depuis des semaines. C'est une désespérance, une humiliation qui se renouvelle chaque mois pour des millions de Français, renforcée par l'indécence de certains revenus ou de comportements issus d'un capitalisme outrageusement financiarisé. Une réponse doit être adressée immédiatement à ces Français qui expriment leurs difficultés quotidiennes. Notre groupe propose ainsi de diminuer immédiatement le taux d'imposition de l'impôt sur le revenu sur les deuxième et troisième tranches, celle des revenus modestes et des classes moyennes. Nous proposons également l'exonération des heures supplémentaires pour les salariés aux faibles revenus. Ces mesures peuvent être partiellement compensées par un relèvement de la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus. La baisse des APL a été vécue difficilement également par leurs bénéficiaires. Il faut absolument les revaloriser. Monsieur le Premier ministre, les symboles sont cruciaux. Ils comportent une part d'injustice, mais ils sont ainsi, plus encore depuis l'avènement des réseaux sociaux et des chaînes d'infos en continu. Nous avons connu le Fouquet's, nous avons connu Leonarda, il y a désormais le président des riches. Votre gouvernement assume que la réussite des uns doit également servir de bienfait aux autres. Ce raisonnement se défend et vous avez raison d'essayer, puisque tout le reste a échoué. Cependant, la mise en œuvre compte autant que la justesse de l'intention. Alors que notre société est assaillie par la précarisation, par la peur du déclassement, il faut mettre sous condition ce que nos compatriotes ressentent comme des cadeaux accordés aux plus favorisés. Leur légitimité doit reposer sur une utilité sociale probante. Les entreprises ont été fiscalement matraquées au début de la décennie. Souvenons-nous du mouvement des pigeons. L'ampleur des dégâts a ensuite conduit à diminuer leurs charges. Il s'agit aujourd'hui que les mesures prises en leur faveur
soient évalués mais également assujettis à des obligations sociales. Les aides ne sont pas faites pour augmenter les rémunérations des dirigeants ou les dividendes. On l'a vu encore il y a peu chez Vallourec, où après avoir distribué de nombreux dividendes, l'entreprise se tourne à nouveau vers la BPI pour solliciter des aides. Elles sont faites pour augmenter les investissements, préserver les emplois, puis augmenter les salaires. Pour nous, le montant de l'impôt payé par les entreprises ne doit plus être unique, mais être variable en fonction du respect d'un partage équilibré des excédents d'exploitation. L'optimisation fiscale des grands groupes est devenue insupportable, financièrement et moralement. Ces entreprises s'enrichissent sur le dos des États en ne contribuant en rien à une prospérité dont leurs produits ou services profitent à plein. L'Europe doit en terminer avec la règle de l'unanimité pour faire évoluer les dispositions fiscales européennes. On ne peut pas construire une Europe solidaire en maintenant une faculté de veto aussi ouverte. On le voit avec le piteux accord sur les GAFA, la règle de la majorité qualifiée doit progressivement s'imposer. Dans le schéma du gouvernement, la suppression de l'ISF était cohérente. Au demeurant, chacun d'entre nous se souvient que sur ces bancs, nous étions nombreux à l'avoir demandé. Mais abandonner cette icône aurait dû être accompagné par un symbole tout aussi fort, celui d'une contribution des plus aisés au développement de nos petites et moyennes entreprises, principale source des créations d'emplois à venir. Aujourd'hui, au demeurant, on voit que de nombreux chefs d'entreprise demandent à pouvoir donner 10% de leurs ressources annuelles en direction de fondations ou d'institutions. Faisons en sorte d'exaucer leurs vœux, Monsieur le Premier ministre. Le sentiment d'injustice repose aussi sur l'accumulation de dispositifs dérogatoires et illisibles. Il repose également sur l'ampleur des fraudes fiscales et sociales. Rien n'est plus dévastateur que de compter un à un ces euros lorsque d'autres trichent sans vergogne ou abusent sans scrupule. La lutte contre ces fraudes ne doit pas être un slogan, mais une priorité. Le sujet central est pourtant celui de la réforme de l'État et des politiques publiques. Il n'y a que sous cet angle que nous pourrons diminuer la dépense publique, trop d'impôts et trop de prélèvements pour trop peu de résultats. Ce n'est pas la charge qui est choquante, c'est le décalage entre son importance et l'insuffisance des résultats produits. La table rase dont rêvent certains est un fantasme. Et néanmoins, on ne réforme pas sans écoute, sans considération et sans relais d'opinion. Plutôt que de contourner ces supposés enquiquineurs, il faut les revivifier. Ce n'est pas une conviction, c'est une certitude sur laquelle nous nous avons maintes fois alertés. La versatilité des peuples rend illusoire la démocratie directe. Au pays des injonctions contradictoires, il faut des enceintes de dialogue et de hiérarchisation des priorités. Des réformes subies font éclore le seul ressentiment. Nous qui avons tous été élus locaux savons qu'on ne révise pas un PLU seulement avec une poignée d'élus dans un conseil municipal. La limitation de la vitesse à 80 km/h, comme l'a dit mon prédécesseur, le président Requier, est à cet égard l'illustration d'une méthode cauchemardesque. L'intention est bonne, elle est louable. Décision venue du sommet, zéro concertation, zéro adaptation aux réalités de terrain, zéro confiance aux élus locaux, refus de l'expérimentation localisée. Avec au final une incompréhension générale alimentant une grogne qui n'en avait pas besoin. Monsieur le Premier ministre, face à ce défi global des réformes, comment faire pour que l'impulsion ne se perde pas dans les sables mouvants de la concertation et de la consultation ? Nous proposons d'introduire dans notre droit une plus large ouverture aux consultations populaires. Nos référendums sont binaires et tardifs. Le peuple ne peut répondre que par oui ou par non à un projet totalement ficelé dans un contexte de dramatisation où la réponse est moins liée au sujet qu'à celui qui la pose. L'exécutif, national ou local, doit pouvoir interroger les Français sur une intention et leur permettre de manifester leur préférence pour une option parmi d'autres. S'il fallait schématiser, ces consultations seraient en quelque sorte un sondage citoyen avec une question à choix multiples. Après un large débat tranché par un vote, charge ensuite de légiférer selon l'option privilégiée. Monsieur le Premier ministre, l'élection d'Emmanuel Macron incarnait l'acceptation et même la demande d'une large remise à plat de nos politiques et de notre gouvernance, sans tabou, en dehors de toute approche dogmatique. Nous avons souvent tendu la main ici au Sénat et nous l'avons alerté de façon constructive et loyale. Dans une période aussi volatile, je suis convaincu que le Sénat conservera cette attitude responsable comme un gage de la stabilité nécessaire des institutions qui constituent la force de notre pays. Monsieur le Premier ministre, en conclusion, j'en terminerai par une question. Les mesures qui ont été annoncées, ou du moins leur annulation, vont coûter dans les 4 milliards et un peu plus encore. Aujourd'hui, nous aimerions connaître quelle est la ligne du gouvernement, quelle est sa politique, quelles sont les réformes que vous allez nous proposer,
puisque en quelques jours, on est passé d'une ligne à une autre. Dimanche, on tenait le cap. Mardi, on était dans le moratoire. Mercredi, vous avez annoncé que ce moratoire pouvait se muter en annulation. Le président de la République l'a confirmé par un communiqué hier soir. Quelle est aujourd'hui la ligne du gouvernement que vous proposez à notre Assemblée d'apprécier? Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au président Claude Malhuret pour le groupe Les Indépendants. Il a 8 minutes. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, la France est le plus révolutionnaire des pays conservateurs. Et la crise politique et sociale qui nous guette depuis 30 ans est arrivée. Cette colère, tous autant que nous sommes, nous l'avions senti venir. Dans nos campagnes, dans nos quartiers, dans nos territoires. Et pourtant, année après année, nous n'avons pas su relever le défi. Par lâcheté peut-être, par faiblesse sûrement, par renoncement, c'est certain. Nous n'avons pas réformé alors que tous les autres autour de nous réformaient. Et en punition, nous avons eu le pire des deux mondes, plus de dépenses publiques et moins de services publics, plus de dettes et moins de justice, plus de mots et moins d'actes. Les événements nous mettent au pied du mur. Est-ce que nous allons sortir de cette crise, comme de tant d'autres auparavant, avec un rafistolage qui ne changera rien, ou est-ce que nous allons enfin profiter de cet électrochoc pour poser enfin et résoudre le sujet essentiel soigneusement mis de côté depuis des années? Est-ce que nous allons continuer la politique du chien crevé au fil de l'eau, de toujours plus de taxes et toujours plus de dépenses, ou est-ce que nous allons enfin parvenir, dans notre pays recordman du monde de la fiscalité, à faire ce que plusieurs de nos voisins ont réussi, l'optimisation et la rénovation profonde de la dépense publique et des services publics, seul moyen de parvenir à la baisse des impôts, donc à la hausse du pouvoir d'achat réclamé aujourd'hui. Ce défi, vous êtes pour la hausse des impôts? Ce défi concerne le gouvernement comme le Parlement. Le gouvernement tout d'abord. Cette grande consultation que vous annoncez, Monsieur le Premier ministre, vous devez vous assurer qu'elle sera suivie des faits. Si ce Grenelle de la fiscalité et de la transition écologique devait déboucher sur l'application de la formule de Queuille, la politique, ce n'est pas de résoudre les problèmes, c'est de faire taire ceux qui les posent. Si elle devait consister à noyer le poisson, à mettre la tête dans le sable en attendant des jours meilleurs, alors la colère d'aujourd'hui ne sera rien en comparaison avec celle qui saisira les Français qui, depuis longtemps, n'en peuvent plus des autruches. Si, au contraire, vous saisissez cette occasion de l'histoire que l'histoire vous présente, alors peut-être avez-vous une chance, dans des conditions difficiles, de réformer vraiment ce pays qui crève de ne pas avoir été réformé. Quant à nous, parlementaires, notre responsabilité n'est pas moindre. Si notre participation au débat n'est que l'occasion, comme je l'ai déjà entendu depuis plusieurs jours, de propositions démagogiques et contradictoires du genre baisse des impôts couplée à une augmentation des dépenses, ce qui revient à essayer de soulever un seau alors qu'on a les deux pieds dedans, s'il s'agit seulement de demander la démission du président de la République depuis un trottoir des Champs-Élysées ou la dissolution de l'Assemblée nationale par ceux qui rêvent d'un grand soir en croyant qu'ils ont rendez-vous avec l'histoire alors qu'ils n'ont rendez-vous qu'avec le journal de TF1, je ne crois pas que les Français nous pardonneraient de prendre en otage nos institutions et d'aboutir à un nouveau quinquennat pour rien. Mais dans tous les cas, il y a une responsabilité que gouvernement et Parlement partagent. C'est celle de retrouver leurs prérogatives. Chacun a le droit d'aimer ou de ne pas aimer les Gilets jaunes. Chacun a le droit de soutenir leurs revendications ou de les trouver confuses et irréalisables. Chacun a le droit de penser qu'on peut bloquer les routes ou, comme c'est mon cas, d'être allergique aux atteintes à la liberté d'aller et venir. Mais à la fin des fins, dans une démocratie représentative, la loi se fait au Parlement et pas sur les ronds-points. Pour les mêmes raisons que dans une démocratie, il est préférable de mettre des bulletins dans des urnes que des pierres dans les vitrines. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que je voudrais que dans cet hémicycle, nous nous interrogions avec gravité, mes chers collègues,
sur le fait que l'une des premières revendications du mouvement actuel, nous l'avons tous entendu, c'était la suppression du Sénat. Est-ce que nous avons, nous, ici, nous taire là-dessus? Est-ce que nous ne voyons pas ce que ça signifie? La réalité, c'est que nous sommes pris entre deux feux. D'un côté, un président de la République qui, dans son obsession de la verticalité, a cru qu'il pouvait enjamber les corps intermédiaires, les parlementaires, les élus locaux, et qui se retrouve aujourd'hui logiquement ayant fait le vide de ses interlocuteurs institutionnels en confrontation directe avec une base radicalisée. De l'autre côté, un mouvement qui pense que sans aucune organisation et grâce à Facebook, on peut se passer de la représentation nationale, voire demander sa disparition. Ce que nous savons, nous, c'est qu'un pays ne peut se diriger par les réseaux sociaux, que chaque jour un peu plus, ces réseaux sociaux sont envahis de fake news et de bullshit, que chaque jour un peu plus, leur devise semble être « je hais, donc je suis ». Ce que nous savons, c'est qu'une situation dans laquelle une base radicalisée s'oppose sans aucun intermédiaire au gouvernement et au président, au point qu'un de ses leaders n'a pas hésité hier à appeler à envahir l'Élysée samedi prochain, qu'une telle situation ne peut se terminer que de deux manières, soit l'insurrection, soit en cas de pourrissement, la dispersion d'un mouvement et l'oubli de ses objectifs, dont il ne resterait pas plus que ce qui reste d'un moineau ayant traversé un ventilateur. S'il y a une chose que nous devons rappeler aujourd'hui ici dans cet hémicycle, que nous devons rappeler au président de la République comme aux Gilets jaunes, c'est que la dernière chose dont la France a besoin, c'est l'affaiblissement du Sénat et plus généralement de tous les corps que l'on appelle à tort intermédiaires et que l'on ferait mieux d'appeler indispensables car ils constituent la colonne vertébrale du pays. Il me reste un dernier sujet à évoquer, celui des violences, car la crainte de ce qui pourrait se passer samedi prochain est en train de devenir la préoccupation majeure. Ces violences ne sont pas seulement graves en elles-mêmes, elles sont graves par leurs conséquences sur ceux que les casseurs prétendent défendre, ceux qui travaillent dans les commerces ou les entreprises détruites et qui ont les mêmes problèmes de fin de mois que les autres. Elles sont graves pour l'image de la France à l'étranger qui est, une fois encore, en train de plonger. Elles sont graves, enfin, par le lieu choisi. L'Arc de Triomphe, comme l'Assemblée, le Sénat, la Concorde, ce sont les lieux emblématiques de l'histoire de France. Ce sont les symboles de la mère patrie. Taguer l'Arc de Triomphe, casser ses bas-reliefs, dévaster son intérieur, c'est comme donner une gifle à sa mère. Ceux qui sont capables de faire ça, et je ne les confonds pas bien sûr avec l'ensemble des Gilets jaunes, ne sont pas seulement des casseurs, ils ne dégradent pas seulement un monument, ils dégradent notre identité nationale. C'est la raison pour laquelle appeler à une nouvelle manifestation à Paris samedi dans les mêmes conditions d'impréparation et d'irresponsabilité que celle de samedi dernier, c'est prendre une lourde responsabilité. Il y aura en face des manifestants ceux qui sont eux aussi le rempart de notre identité nationale et de notre sécurité. Les forces de l'ordre, dont je voudrais à mon tour saluer, après le Premier ministre, saluer le courage dans des circonstances particulièrement difficiles, alors même qu'elles sont depuis 3 ans constamment sur la brèche dans la lutte contre le terrorisme. Mes chers collègues, dans ce moment crucial, je souhaite que nous puissions faire preuve du même courage. D'abord le courage des mots, le courage de dire la vérité aux Français, la vérité sur l'état de nos finances publiques, sur nos choix de société et sur l'avenir de la planète. Ensuite, le courage des actes, celui de prendre les décisions difficiles dont le pays et les Français ont besoin. C'est notre mission aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est au président Bruno Retailleau pour le groupe Les Républicains. Ça va ? Il a 14 minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Monsieur le Premier ministre, nous avons en cet instant tous conscience de la gravité de la situation, de la portée des mots aussi. Et je voudrais, cet après-midi, vous parler avec mon cœur de Français, avec mes convictions républicaines. Je voudrais vous parler d'homme à homme aussi,
dans cette situation difficile, cette situation qui, évidemment, peut déraper, cette situation qui exige de nous une hauteur de vue. Je voudrais vous parler comme nous parlons habituellement ici au Sénat, avec une conscience et un sens aigu de la responsabilité, avec le sentiment de nos devoirs, le devoir bien sûr, cher Claude Malhuret, du courage, de la lucidité, sans complaisance, parce qu'on ne peut pas traverser cette épreuve si nous ne regardons pas en face la vérité. La vérité, c'est aussi que nous avons le devoir de nous rassembler sur une double exigence. Une exigence de fermeté, une exigence de responsabilité. L'exigence de fermeté d'abord, la fermeté en face de la violence. Nous sommes les élus de la République, mes chers collègues. Nous ne devons supporter aucune atteinte d'abord à ceux qui la servent, aux forces de l'ordre, aux forces de la sécurité civile. Nous ne devons tolérer aucun acte de vandalisme, aucun acte qui dégrade, qui profane les symboles les plus sacrés de la République, de la France. Bien sûr, l'Arc de Triomphe. Bien sûr, évidemment, ce lieu sacré où repose le soldat inconnu, la tombe profanée. Mon grand-père était un poilu et je ne doute pas que parmi vous, vous ayez des aïeux, des grands-parents qui ont été aussi des poilus. Ces actes ne sont pas des actes de résistance, comme je l'ai entendu. Ce ne sont pas non plus des actes qu'il faudrait excuser, ce sont des actes de barbarie qu'il faut punir de la façon la plus sévère. En cet instant, Monsieur le Premier ministre, ce que nous vous demandons, ce que nous demandons à vos ministres, c'est de casser les casseurs. Ils n'ont droit de notre part à aucune excuse. La force de la loi doit passer. Le Sénat fait des propositions, notre famille politique aussi. Il ne faut avoir aucune pudeur partisane. Vous devez vous en saisir, vous pouvez les modifier, bien entendu. L'important, c'est d'agir vite. Foch avait l'habitude de dire qu'il y a une seule faute qui soit infamante, c'est l'inaction. Alors agissez parce qu'aujourd'hui, en France, le droit à manifester dans le calme est désormais blessé. Il est peut-être blessé gravement. Et l'État régalien ne doit plus désormais, à compter de ce jour, l'État régalien ne doit plus s'excuser de protéger nos concitoyens. Bien sûr, devoir de fermeté, exigence de responsabilité. Nous l'avons eu, cette exigence. Depuis le départ, nous avons dénoncé les violences. Depuis le début, nous appelons au calme, et je le fais aujourd'hui avec tous mes collègues, quel que soit le banc, quels que soient les groupes, évidemment. Mais depuis le début, nous n'avons pas confondu. Nous avons fait la différence. La différence de cette France du grand déclassement, celle qui travaille dur, qui ne parvient pas à boucler ses fins de mois, celle qui manifeste aussi en plantant des drapeaux tricolores sur des ronds-points, en chantant la Marseillaise. Bien sûr, nous ne confondons pas cette France du labeur, avec la France de l'ensauvagement, cette France qui profite du désordre pour piller, pour crier et surtout pour crier la haine de la République. C'est intolérable, bien sûr, et tous les groupes devraient le dénoncer comme tel, sans aucune fausse pudeur. Mais Monsieur le Premier ministre, pour ramener le calme, il faut aussi que, et vous me le permettrez, c'est ce devoir de vérité, que le gouvernement revienne aussi à une certaine réalité. Parce que depuis le début de cette grande colère, vous avez semblé en décalage. Cette colère, c'est une colère sociale. Elle est profonde dans ses causes. Elle est aussi inédite dans son mode d'expression, bien sûr. Et vous avez été perçu en tout cas, comme essayant de courir après les événements. Je pense que vous avez du mal à la saisir parce que vous vous êtes d'abord installé dans une situation de déni. Déni lorsque vous avez cru, vis-à-vis de nos concitoyens, expliquer que le cas était forcément bon et qu'il fallait simplement leur faire de la pédagogie, que
à cette colère qui venait du monde d'en bas, il fallait répondre par des solutions d'en haut, un haut conseil du climat. Comme si finalement, il fallait répondre à cette exaspération par une solution technocratique. Comme si la promesse de dépassement du clivage n'était autre chose qu'une utopie technocratique. Comme si finalement, cette promesse d'un nouveau monde, c'était le remplacement du gouvernement inspiré, empathique, cher Jean-Claude Ruquier, des hommes, par l'administration froide des choses. Déni aussi sur votre responsabilité. Je ne nie pas, et je l'ai écrit, vous le savez, dans une lettre ouverte, que les racines de cette crise sont lointaines. Mais vous ne pouvez pas pour autant vous exonérer de cette responsabilité que vous avez. Nous avons, et ça a été souligné par Hervé Martial, 2 records européens et records mondiaux du monde occidental, record européen de la dépense publique. Et l'an prochain, Albéric de Montgolfier l'a souligné à plusieurs reprises, ce sera la première année depuis 10 ans où le déficit public, qui engendre toujours plus d'endettement pour les plus jeunes de nos générations, va à nouveau croître. C'est aussi le record du monde des impôts et des taxes. Et cette colère, c'est d'abord la colère du ras-le-bol fiscal, des Français qui se sont sentis piégés, qui se sont sentis finalement trompés. Et puis, après ce déni, il y a cette forme d'arrogance et parfois de mépris qu'on a appelé la verticalité. Les Français n'ont pas besoin qu'on leur fasse de la pédagogie pour savoir ce qu'est un impôt, savoir ce qu'est une taxe. Ils savent parfaitement. Qu'est-ce que ce nouveau monde, si ça n'a été le prétexte à détruire l'ancien, à enjamber, oui, à enjamber les corps intermédiaires, les maires notamment. Les maires, alors que nous avons une crise de la démocratie, de la représentation, la plus difficile, les maires dans lesquels les Français portent encore l'essentiel de leur confiance, les partenaires sociaux, les présidents d'associations. C'était ce nouveau monde qui était soi-disant le meilleur des mondes. Et pour paraphraser Peggy, ce monde qui fait le malin, ce monde de ceux qui savent, ce monde de ceux qui n'ont plus rien à apprendre. L'une des leçons de ces dernières années, c'est que finalement, ce qui imprime dans la mémoire des Français, c'est moins les longs et les grands discours, les beaux discours parfois, que finalement les petites phrases, semées au vent de l'improvisation, au vent de la caricature. Le déni, le mépris, mais aussi le sursis, avec beaucoup d'autres. Et nous nous sommes rencontrés, je vous l'ai dit. Marc Fesneau était à votre droite, si je me souviens bien. Le Sénat avait annulé la hausse de taxes. La hausse de taxes. C'est incompréhensible que vous ayez accordé un moratoire. Nous savions, vous deviez savoir, que c'était une solution trop faible, trop peu et surtout trop tardive. Et qu'après ce moratoire, évidemment, on vous demanderait l'annulation. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et le geste que vous avez dû consentir, que le président d'ailleurs a décidé, ce geste-là, alors qu'il aurait pu paraître comme une main tendue, il est apparu comme une sorte d'aveu de faiblesse. Oui, je le dis et je salue devant mes collègues, devant nos collègues, je salue la décision du président de la République. Il n'y en avait pas d'autre à prendre. Et vous pourriez vous inspirer du Sénat qui, au moment du PLFSS, cher Alain Milon, avait réindexé les retraites, mais aussi les allocations familiales. Je ne sais pas si cette mesure, trop tardive, fera quelque chose. Est-ce qu'elle va calmer la colère? Peut-être que non. Ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup d'autres choses dans ce mécontentement. Il y a des forces qui sont à l'œuvre, en France et ailleurs. Vous avez ouvert les portes de l'abîme du mécontentement. Dans ce cri de colère, il y a aussi un cri existentiel. Le cri d'un peuple qui ne veut plus qu'on l'ignore. Le cri d'un peuple qui veut qu'on tienne compte de ses choix. Pourquoi la crise de la démocratie s'étend-elle partout en Europe et ailleurs? Parce que les peuples ont le sentiment que ceux qui les gouvernent ne les entendent plus, qu'ils sont insensibles à leurs souffrances, que les choix des dirigeants ne sont pas les choix des peuples. Il y a eu tant de grands sujets qui ont été décidés dans le dos des peuples. Bien sûr, on a cité parfois le traité de Lisbonne, et je le cite ici à cette tribune. On a cité aussi
un certain nombre d'accords internationaux, des jurisprudences, l'accord de Marrakech sur l'immigration, dont j'espère que le gouvernement n'apposera pas sa signature. Les jurisprudences de grandes institutions internationales qui ont une vision anglo-saxonne du droit et qui ne nous correspond pas, tout simplement. Mes chers collègues, la crise de la démocratie, c'est tout simplement que les peuples ne supporteront pas éternellement qu'on leur dise que le diagnostic qu'ils font est faux, qu'ils doivent être rééduqués. Il faut entendre, bien sûr, leur colère. Si nous ne le faisons pas, croyez-moi, ils sauront nous le dire et nous le diront beaucoup plus brutalement. Alors, mes chers collègues, je pense que pour sortir de la crise, il n'y a qu'une voie. Il n'y a qu'une voie, c'est celle de la nation. Il faut redonner du sens à la nation, il faut redonner du sens à l'unité nationale. Il faut donner du sens aussi à la République française. C'est notre bien commun à tous. Et pour redonner du sens, il faut aussi recréer du commun. Comment peut-on recréer du commun? Je vous donne quelques exemples parce que je les tire de l'actualité qui va nous intéresser et qui va faire en sorte que cet hémicycle travaillera au début d'année prochaine. D'abord, le modèle social. Recréer du sens, rebâtir du commun, c'est faire en sorte de réformer notre modèle social sans le déformer. Parce que dans une France profondément fracturée, après la guerre mondiale, toutes les forces en présence, des gaullistes aux communistes, la sécurité sociale a été créée comme un instrument de la démocratie, parce qu'il fallait signifier aux Français qu'ils étaient partie prenante du même destin, avec une belle devise, à chacun selon ses moyens, à chacun selon ses besoins. C'est pas parce qu'on est pauvre qu'on ne peut pas être soigné. Ça a été ça l'intuition de la sécurité sociale. Au moment où vous appauvrissez les retraités, au moment où vous continuez la déconstruction de l'universalité de la politique familiale, il faut vous en souvenir. C'est une déconstruction. Ne vous rapprochez pas du modèle anglo-saxon avec un filet de sécurité, un recentrage des aides sur les plus bas revenus. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est M. Pisani-Ferry, avec un éloignement des classes moyennes, parce que vous créeriez une fracture entre une société, la société de ceux qui payent toujours, des contribuables, et la société de ceux qui reçoivent. Ça n'est pas ça, le modèle social français. Penser le commun, c'est penser le social en France. Et puis aussi, faire du commun, construire du commun, c'est faire en sorte que les réformes soient justes, que lorsque l'on baisse l'impôt, on le baisse pour tous, que lorsque on veut faire la transition écologique, et bien sûr il faut la faire, on ne la fasse pas payer aux plus modestes. C'est tellement évident. Je voudrais vous dire, mes chers collègues, ça n'est pas en ajoutant des impôts aux taxes qu'on parviendra à rendre plus riches les plus pauvres. C'est faux. On ne crée pas de richesse qu'on parviendra demain à distribuer du pouvoir d'achat. Et puis enfin, notre République, c'est la République laïque. Ne touchez pas, Monsieur le Premier ministre, à la loi 1905. Parce que la République n'a pas à s'adapter aux religions, la République a à s'adapter au vote que nous ferons ici. Mais les religions doivent s'adapter à la République. Voilà, mes chers collègues. Et pour terminer et pour conclure, il nous faut sortir par le haut. Oubliez votre projet d'émancipation individualiste parce qu'il affaiblit le commun, parce qu'il dissout les liens. Sortir par le haut, c'est penser à la France. Parce que je suis persuadé que dans cette colère, dans cet abîme de désespérance, il n'y a pas que des annonces qui concernent la situation matérielle. Il y a aussi un besoin de France, il y a un besoin de protection, il y a un besoin de sens. Il faudra que le président de la République s'adresse aux Français, bien sûr, qu'il retisse les liens que nous avons tous à retisser avec nos compatriotes. Et je suis sûr qu'au bout du bout, peut-être pourra-t-il parvenir à renouer les fils de ce lien pour qu'on puisse rallumer dans le cœur de chaque Français la flamme de l'amour de la patrie pour qu'on puisse demain éteindre un incendie qui se propage. Merci. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant au Président François Patriat. Vous avez la parole, Monsieur le Président. Monsieur le Président,
Monsieur le Premier ministre, Mesdames, Messieurs les ministres, mes chers collègues, pourquoi sommes-nous réunis aujourd'hui? Nous sommes réunis aujourd'hui parce que, chers collègues, à défaut de respecter mon humble personne, respectez au moins notre institution. J'ai écouté tous les orateurs, Monsieur Retailleau, dans le plus grand calme. J'écouterai Madame Assissi. J'espère que je vais pouvoir, les quelques minutes qui me sont imparties, les élancer dans le calme. Chers collègues, parce que la situation est préoccupante, parce que la République est menacée, parce que la colère des Français, légitime sans doute, se traduit par des actes dramatiques, et vous avez raison de le dire, de barbarie. Cette colère, sans doute légitime, nous la devons aussi, mes chers collègues, j'en fais partie, pour souvent, à nos renoncements successifs. Et aujourd'hui, parce que le moment l'exige, c'est la tâche du gouvernement, Monsieur le Premier ministre, comme vous l'avez dit, à la fois d'assurer le redressement du pays, de le réparer, et vous montrer aujourd'hui les voies de l'ouverture et de l'espoir. Maintenant que vous tracez le chemin, nous devons agir. Ne nous y trompons pas. Nous vivons un moment décisif pour notre pays, mais aussi décisif pour notre démocratie. Dans le prolongement de vos déclarations, Monsieur le Premier ministre, ce débat est l'occasion pour la Haute Assemblée de regarder en face la colère qui s'exprime dans notre pays. Il convient de l'entendre, il convient de l'écouter, il convient de la considérer, de la comprendre, et il convient aussi d'y répondre. 40 années de crise politique non résolue ont mis à mal la justice sociale, notre justice fiscale, notre justice territoriale. Cette colère vient de loin, vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre. Elle a pris ses racines à la fin des 30 Glorieuses, à l'aune des chocs pétroliers, puis elle a grandi, elle s'est installée, elle s'est renforcée. Pendant toutes ces années, ce mal-être, il a été décrit. Beaucoup ont dénoncé la fracture sociale, le fait que la maison brûle, le ras-le-bol fiscal. Des réformes ont été entreprises, sans doute, mais se sont installées des fractures territoriales profondes, des sentiments d'abandon, de déclassement et d'exclusion tenace. Tout cela, mes chers collègues, a favorisé l'abstention, la montée des extrêmes, le rejet de la classe politique et des corps intermédiaires. Nul ne peut considérer la désaffection croissante des citoyens à l'égard des institutions comme une accusation passagère. Elle n'en est pas une, elle ne l'a jamais été. C'est pourquoi le renouveau démocratique ne doit pas demeurer un vain mot. Notre responsabilité en ce jour est historique. Nous ne devons pas nous dérober à nos obligations. Ne tombons pas dans les querelles politiciennes. Elles nous conduiraient au discrédit collectif. Elles alimenteraient plus encore la colère de cette France invisible qui se sent dénigrée et qui se sent reléguée. Cette colère, elle se révèle durement aujourd'hui face à notre majorité. C'est à vous, Monsieur le Premier ministre, et à vous, le gouvernement, qu'appartient la responsabilité d'y répondre. Non comme certains, pour l'exploiter ou l'encourager dans un intérêt électoraliste à court terme, mais pour apporter des solutions à ces Français lassés des grandes lâchetés qui ne veulent plus être exclus du monde qui vient. Depuis 18 mois, nous préparons ce passage vers une révolution numérique, économique, écologique de grande ampleur. Nous la préparons pour les Français et pour tous les territoires. Plus que jamais, nous devons prendre la mesure du moment. Les ambitions demeurent, mais nous devons la vérité aux Français. Il faut du temps. Les réformes structurelles doivent porter leurs fruits, et ce n'est pas au moment où des signes de redressement apparaissent qu'il faut les mettre à mal. La transformation de notre pays doit être poursuivie. Au bout de nos peines, un seul but, construire une société où l'on vit mieux de son travail, honorer nos engagements sur le pouvoir d'achat, libérer l'économie française. Voilà sur quelle base peut s'ériger un contrat social renouvelé. Face à ce constat, faisons preuve à la fois de sagesse, d'humilité, de discernement et, vous avez tous raison de le dire, de responsabilité. Un seul mot d'ordre, ni entêtement, ni résignation. La responsabilité du gouvernement est d'ouvrir le dialogue, d'organiser le vivre ensemble, de faire société. À ce titre, la main que vous tendez, Monsieur le Premier ministre, doit être saisie. Dans un souci d'apaisement, le gouvernement entend la France des oubliés et il lui répond. La suppression de la hausse des taxes sur l'énergie, accompagnée d'avancées en matière de pouvoir d'achat, en matière fiscale, en matière institutionnelle,
seront de nature à permettre un retour au calme et à la raison. Va ainsi s'ouvrir une période de concertation durant laquelle chaque Français devra être entendu, en chaque endroit, et doit pouvoir y contribuer. Il ne peut y avoir deux France. D'un côté, la France qui avance et qui gagne, de l'autre, une France qui stagne et qui perd. Nous devons inverser le cercle de la défiance en cercle vertueux de la confiance. Des premiers signes apparaissent. La confiance des investisseurs étrangers dans notre économie n'a jamais été aussi élevée. Le financement de nos PME, TPE a progressé. L'emploi industriel redémarre. Le taux d'emploi n'a jamais été aussi élevé. Mais nous devons faire plus. Nous devons faire plus vite. Nous devons faire plus fort. S'il faut entendre les inquiétudes des Français déclassés, comment ne pas mettre au centre de nos préoccupations l'urgence climatique? Elle n'est pas une entreprise cavalière des seuls gouvernements, elle appartient à la nation tout entière. Ne pas dissocier la fin du monde de la fin du mois, cela a été dit, mais c'est aussi notre exigence. À l'annonce de ces mesures fortes en faveur d'un retour au calme, sans pour autant renoncer au processus de transition énergétique qui engage notre pays, nous renouvelons notre entière confiance. Monsieur le Premier ministre, les violences et les saccages doivent cesser. La responsabilité de chacun d'entre nous n'est pas d'appeler à la manifestation, mais au dialogue et d'y participer. Permettez-moi d'évoquer le fait que déclarations de certains irresponsables politiques sont à la fois insupportables, outrancières, inadmissibles. Par ces mots, je m'adresse à ceux qui pensent recueillir les fruits des désordres, mais qui ne récolteront que les cendres du chaos. Nous écouterons toujours la contestation politique. Nous respecterons toujours la colère sociale. Nous n'accepterons jamais la violence insurrectionnelle. Saluons donc nos forces de l'ordre qui, harassées par le combat qu'elles mènent à l'encontre des actes de terrorisme et de délinquance, doivent être respectées à la hauteur de tous nos symboles républicains. Mes chers collègues, soyez rassurés, la République n'a pas perdu son âme. Sa doctrine d'action demeure. Face à la colère, l'écoute, face à la violence, la fermeté. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. La parole est maintenant à Madame la Présidente Éliane Assassi pour le groupe communiste, républicain, citoyen et écologiste. Vous avez la parole. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, nous vivons un moment de l'histoire de notre pays d'une grande gravité. C'est au fil des jours que la parole vraie, la parole sincère, la parole libérée de ces femmes si nombreuses dans l'action, de ces hommes souvent marqués par la dureté de la vie et du travail, a souligné la profondeur, l'enracinement de ce mouvement social qui met en cause le concept même du capitalisme libéral. Avez-vous entendu la colère rentrée de cette aide-soignante qui n'arrive plus à vêtir ses enfants? Avez-vous entendu ces pères de famille meurtris de ne pouvoir offrir de cadeaux pour Noël? Avez-vous entendu ces retraités guettant la sortie des poubelles des supermarchés pour se nourrir? Avez-vous entendu ces femmes et ces hommes en découvert dès le 10 de chaque mois, dans l'incapacité à compter de ce jour, de se nourrir, de se vêtir, de vivre, vivre, trouver les moyens pour vivre, trouver le temps de vivre. C'est ce cri qui couve depuis des années et qui aujourd'hui explose et vous prend totalement au dépourvu, vous, Monsieur le Premier ministre, et je dirais surtout le Président de la République. Vous ne comprenez pas cette colère et cette incompréhension provient d'un profond aveuglement. Vous occultez la réalité de la politique menée depuis mai 2017, une politique voulue par les riches et pour les riches, symbolisée par la suppression de l'ISF sur les biens financiers. Monsieur le Premier ministre, votre projet de budget 2019, inspiré par l'Europe libérale, accorde 17% de baisse d'impôts pour les 0,1% des plus riches. Le peuple a bien compris. Et c'est pour cela que vous n'échapperez pas à la question de la justice fiscale. Vous devez rétablir l'ISF et même vous devez l'améliorer et la rendre plus efficace. Le grand ami et protecteur de M. Macron, Bernard Arnault, 4e fortune mondiale, devrait payer
550 millions d'euros d'ISF et il n'en a payé que 2,9 millions la dernière fois. Ce super cadeau n'était pas suffisant. Vous l'exonérez complètement. Et pensez-vous que lui et ses amis l'ont réinvesti dans l'économie alors qu'ils volent de paradis fiscaux en paradis fiscaux, insatiables, tels des oiseaux de proie, pour évader leur fortune, le fruit du travail de nos concitoyens. Monsieur Macron, muet en public, a sermonné hier ses ministres, vous a recadré en réaffirmant son attachement viscéral à la suppression de l'ISF. Il a fait savoir, a-t-il peur de l'annoncer lui-même, qu'il ne céderait pas sur ce point. Cette résistance folle, dangereuse pour notre pays, démontre que la clé de voûte de la politique d'Emmanuel Macron, c'est l'injustice fiscale et l'injustice sociale au service des plus riches et des grands groupes industriels et financiers. Or, cette violence fiscale et sociale du pouvoir, c'est elle qui est contestée aujourd'hui. Oui, monsieur le Premier ministre, vous payez l'addition de décennies de colère sans réponse, mis à part quelques brèves éclaircies, d'un peuple qui subit le dogme libéral justifié par une mondialisation financière présentée comme inéluctable. Aujourd'hui, vous payez cette addition, car les bornes ont été dépassées. Je rappelais l'ISF, mais que dire de l'attaque contre les retraités avec l'augmentation de la CSG, de l'atteinte au logement social avec la remise en cause de l'APL, des handicapés victimes de multiples mesures de restriction. Rappelez-vous, sur les retraites, celles des agriculteurs, comment vous avez violemment utilisé la Constitution pour repousser une modeste mesure de justice à l'égard de ces hommes et ces femmes qui ont travaillé dur sans s'enrichir durant toute leur vie. Cette violence fiscale, sociale, institutionnelle contre un Parlement et des élus méprisés, vous la taisez, monsieur le Premier ministre. Que dire de l'agression dogmatique contre les services publics nationaux comme la SNCF, locaux, avec la remise en cause des moyens pour les collectivités locales qui aggrave la fracture territoriale. La SNCF, vous parlez de transition énergétique et vous attaquez l'institution qui peut porter réellement les nouvelles mobilités écologiques. Croyez-vous que les gens ne comprennent pas, par exemple, la spoliation massive dont ils sont victimes avec les privatisations? Cela fait 30 ans que le bien commun est cédé aux intérêts privés. Et vous continuez avec la SNCF, que vous préparez au bradage, avec Aéroports de Paris et la Française des Jeux, que vous cédez à vos amis de la finance. Monsieur le Premier ministre, ces questions sont cruciales, car le chemin de la justice fiscale et sociale ne pourra être retrouvé sans une puissance publique dotée des moyens pour garantir l'égalité. Rendre sa force à la puissance publique, c'est aussi garantir une transition écologique efficace. Tout le monde le dit, sauf vous. L'argent et l'écologie ne font pas bon ménage. Oui, la course au profit, à la consommation et au productivisme, en un mot le capitalisme, ne font pas bon ménage avec l'écologie. Monsieur le Premier ministre, comme vous l'indiquiez lors de votre discours de politique générale le 4 juillet 2017, les Français nous ont habitués à travers les âges à des sursauts collectifs et à ces retours de confiance, alors même que tout semblait bloqué, voire perdu. Ce sursaut, monsieur le Premier ministre, n'a pas eu lieu le 7 mai 2017. Ce fut alors un vote obligé contraint nécessaire contre l'extrême droite. Il a lieu aujourd'hui contre le libéralisme dont M. Macron est le fruit et le soldat. J'ai parlé des premières mesures du quinquennat du chef de l'État, mais comment ne pas évoquer la politique de sélection dans l'éducation? Comment ne pas parler de la violence des mots, de l'arrogance, des petites phrases blessantes contre le peuple, contre son peuple? Alors aujourd'hui, il faut le retour à la paix, à la sérénité. Manifester pacifiquement, car la violence a gagné la rue livrée à la colère et, comme toujours, à des agissements d'individus qui attisent le feu, dont les fonctionnaires des services de sécurité sont les premières victimes, trop peu, mal équipés et perdus dans la crise politique. Nous condamnons avec fermeté l'usage de la violence, mais cela vaut aussi, monsieur le Premier ministre, à l'égard des tirs de flashball qui défigurent des jeunes lycéennes et lycéens. Cela vaut aussi pour cette vieille dame morte d'un éclat de bombe lacrymogène à Marseille. Ces actes, vous les taisez. Pourquoi? Oui, il faut rétablir la paix et la sérénité. Il reste quelques heures à M. Macron, et je m'adresse directement à lui, pour agir et prendre des décisions fortes sur le pouvoir d'achat et sur la justice fiscale.
Maintenant, il doit rétablir l'ISF. Son entêtement sur ce point doit cesser. Maintenant, il doit décider une augmentation massive, significative du SMIC à hauteur de 200 € net par mois. Maintenant, il doit revenir à l'augmentation de la CSG sur les retraites. Ces mesures seraient le point de départ d'un grand débat national et pourraient permettre le retour au calme et surtout apporter une première réponse concrète à la détresse du peuple. Il vous reste peu de temps, Monsieur le Premier ministre, pour convaincre votre président. Mais êtes-vous convaincu vous-même de ce chemin? Monsieur le Premier ministre, nous vivons la fin d'un régime politique. La dernière élection présidentielle a souligné le dysfonctionnement, voire l'absurdité du système. Un homme est élu pour 5 ans, pas sur son programme, mais contre une autre candidate. Une assemblée est élue dans la foulée, avec un mode de scrutin déformateur. Le peuple aurait été ainsi mis hors jeu, après avoir signé un blanc-seing sur un programme imprécis, voire inexistant. Mais, Monsieur le Premier ministre, le peuple est de retour. Et ce vieux système usé qui a vu la transmission du pouvoir du politique vers l'économie vacille. Ce retour du peuple n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est le retour de la démocratie. Et c'est en toute lucidité que vous devez aujourd'hui éteindre l'incendie que vous avez allumé en prenant ces mesures d'urgence sociale. Mais demain, vous ne pourrez plus décider et imposer. Votre gouvernement, les futurs, seront placés sous contrôle citoyen. Et cela, oui, Monsieur le Premier ministre, c'est une bonne nouvelle. C'est le retour aux sources, celui du peuple souverain. Merci Madame la Présidente. La parole est maintenant au Président Patrick Kanner pour le groupe socialiste et républicain. Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, Monsieur le Premier ministre, nous vous avons écouté attentivement. J'ose espérer que vos propos, vos engagements ne seront pas remis en cause ce soir par l'un de vos ministres, qui serait en ligne directe avec le Président de la République, rendant ainsi un peu illusoire la notion de cap. Justement, il y a 5 mois, nous étions toutes et tous à Versailles pour écouter le Président de la République. Il avait alors expliqué qu'il changerait sa méthode pour plus de dialogue. Plusieurs responsables de groupes parlementaires l'avaient enjoint à aller dans ce sens. J'avais moi-même prononcé ces mots, je les ai retrouvés. Monsieur le Président de la République, sachez dialoguer avant de décider, sachez accepter la contradiction, savoir écouter, savoir douter, ce n'est pas une faiblesse. C'est ce qui renforce les décisions, c'est ce qui fait avancer la cohésion nationale. Je ne regrette à aucun moment ces propos que j'ai tenus devant le Congrès. Chers collègues, où en sommes-nous 5 mois après? Où en est le fameux triptyque présidentiel? Libérer, protéger, unir. Je ne crois pas aux prophétisations, je vous rassure. Mais nous voyons tous le résultat, l'entêtement de l'exécutif, contre vents et marées, sans écoute, sans dialogue, nous a emmenés dans cette période jaune fluo. Oui, vous auriez dû écouter plus tôt. C'est cela, la lucidité, Monsieur le Premier ministre, qu'il aurait fallu développer. Oui, vous auriez dû engager un débat respectueux avec les partenaires sociaux, qui sont un facteur d'apaisement dans notre pays. La volonté du Président d'un dialogue direct avec les Français, s'il a pu fonctionner, lorsqu'il était populaire lui-même, vous fait maintenant sombrer quand il y a une crise de confiance. Le « en même temps » et le « tout à la fois » en période de crise, ça ne marche pas. Je ne souhaite pas ici faire l'analyse de ce mouvement. Plusieurs d'ailleurs l'ont fait avant moi. Je ne crois pas d'ailleurs que nous ayons suffisamment de recul, mes chers collègues, pour comprendre tout ce qui se passe dans notre pays, tout ce qui traverse les gilets jaunes. Ayons un peu d'humilité en le reconnaissant. Je veux néanmoins évoquer cette colère que nous observons. Cette colère a pris plusieurs formes, des blocages de ronds-points, de péages, de centres commerciaux, des manifestations et aussi des phénomènes intolérables de vandalisme, voire de guérilla urbaine. Mes chers collègues, Paris ne peut pas brûler. La France ne peut pas être en état de siège. Je condamne ici ces violences qui ne servent pas le mouvement des Gilets jaunes, qui d'ailleurs ne sont sans doute pas issus que de ce mouvement d'ailleurs. Et je salue nos forces de l'ordre républicain, qui nous assure la cohésion nationale. La contestation
la contestation peut et doit s'exprimer dans le calme. Cette colère est aussi celle de nos concitoyens d'outre-mer. Nous avons vu la Réunion ces dernières semaines, mais nous avions déjà vu, avec chacun leur raison, la colère des Mahorais, des Guyanais, sans oublier la profonde lassitude de nos concitoyens dans les îles antillaises face aux terribles catastrophes qu'ils ont subies et le sentiment d'abandon de la République qu'ils ressentent. Le mouvement des Gilets jaunes ne doit pas masquer la situation des Outre-mer, encore plus durement touchés par les mesures du gouvernement sur le pouvoir d'achat. Cette colère est aussi une colère silencieuse pour beaucoup de Français. Tous ceux qui ont mis un gilet jaune sous leur pare-brise, il n'y a qu'à aller sur un parking de supermarché pour le constater. Entendez, Monsieur le Premier ministre, que ce mouvement est large et que la partie visible de l'iceberg ne doit pas masquer tous ces gilets jaunes invisibles, pacifiques de l'Hexagone et de l'Outre-mer qui sont solidaires dans la colère. C'est bien d'ailleurs ce lien entre ceux qui soutiennent en silence et ceux des plus radicaux que vous avez sous-estimés, croyant que l'opinion se retournerait contre les violences. C'est aussi ce lien qui doit nous inquiéter tous, mes chers collègues, parce qu'il montre le danger dans lequel sont nos principes démocratiques lorsque nos concitoyens sont prêts à soutenir, justifier ou ne serait-ce que tolérer les exactions. Nous souhaitons que le calme revienne, mais il ne suffit pas qu'on le dise, comme nous le faisons depuis samedi d'ailleurs. La responsabilité de l'État vous incombe. Il vous incombe de prendre les décisions pour parvenir à ce calme. Toute cette situation est inquiétante et doit nous faire comprendre l'urgence dans laquelle nous sommes. Une urgence sociale, une urgence démocratique et citoyenne, sans oublier l'urgence écologique qui reste entière. L'urgence écologique n'est d'ailleurs pas remise en cause par l'opinion. Les Gilets jaunes ne sont pas un mouvement anti-écolo. Ils sont d'abord un mouvement contre l'injustice. Ils ne remettent pas en cause la nécessaire transition écologique. J'entends d'abord des citoyens qui la voudraient, cette transition écologique, mais qui n'ont pas les moyens de s'engager dans le mouvement. Ce qui agit contre la transition, c'est avant tout vos mesures injustes qui font peser sur les classes moyennes et les plus modestes le financement de la transition écologique, tout en redistribuant aux plus aisés. Inversez votre politique pour renforcer le soutien de notre pays à la cause environnementale. L'inversion de votre politique devrait d'ailleurs être votre priorité pour répondre à l'urgence sociale. Vous avez consenti à quelques mesures, en premier lieu desquelles le moratoire, non plus de 6 mois, mais d'1 an, sur la fiscalité carbone, dont acte, c'était, je crois, nécessaire. Mais ce moratoire, nous n'avons cessé de vous le dire, n'est qu'une partie du préalable aux conditions pour le dialogue, tellement vous avez tardé. L'urgence sociale reste grande, reste totale, même avec la suspension de la taxe carbone. Cette urgence sociale dépasse la question des prix de l'essence. Elle touche avant tout la question des salaires, qui stagnent, il est vrai, depuis plus de 10 ans. Et s'il y a eu une tolérance face à cette stagnation durant des années, parce que chacun comprenait que la sortie de crise était difficile, il y a maintenant une impatience. Une impatience d'autant plus prononcée que votre politique fiscale est injuste, puisqu'elle vise à diminuer les impôts de 1% les plus riches, tout en augmentant les taxes que payent plein pot les classes moyennes et les plus pauvres. L'impôt doit être accepté par tous, et pour cela, il doit être juste. Sans cela, c'est le fondement même de l'État-providence que vous attaquez. Alors la question de cette justice fiscale se pose autant que celle du niveau des salaires. Nous disons non à l'État-pénitence. Les prix ont repris leur progression, Monsieur le Premier ministre, mais pas les salaires. C'est la réalité sociale de notre pays. C'est ce constat qui doit inspirer avant tout vos choix politiques. Monsieur le Premier ministre, engagez-vous tout de suite dans la voie des négociations sociales sur le niveau des salaires. Répondez aux syndicats qui vous demandent une conférence sociale nationale. Engagez-vous tout de suite, sans attendre la fin des discussions sur le financement de la transition écologique, sur un coup de pouce au SMIC et la prime d'activité dès le 1er janvier 2019. Engagez-vous tout de suite sur la réindexation des retraités, sur l'inflation. Engagez-vous tout de suite sur une revalorisation du point d'indice des fonctionnaires. Toutes ces mesures redynamiseront l'économie réelle par la consommation, tout simplement. Et vous pouvez trouver tous les moyens d'une telle politique en admettant enfin que votre théorie du ruissellement ne fonctionne pas. Nous n'avons pas besoin d'une année de plus pour faire le bilan de la suppression de l'ISF. Nous connaissons déjà ce bilan. Aucun bénéfice sur l'économie et une perte de recettes pour l'État au moment où nous aurions besoin de tant de redistribution.
Et je demande d'ailleurs aussi à nos collègues de la majorité sénatoriale d'entendre ce message, comme moi j'ai pu aussi, et je n'oublie pas, entendre les mesures qui étaient prévues par votre candidat aux élections présidentielles. Votre ruissellement par le haut n'a pas fonctionné. Nous proposons la redistribution par le bas et le milieu, qui, elle, a déjà montré ses preuves. À quoi servent, mes chers collègues, des premiers de cordée s'il n'y a pas de corde? Engagez-vous tout de suite à rétablir l'ISF, l'exit tax et à réformer la flat tax. Engagez-vous tout de suite sur une nouvelle tranche d'impôt pour les hauts revenus, comme certains syndicats vous le demandent. Monsieur le Premier ministre, prenez la mesure de la défiance de notre pays face à l'injustice fiscale. Toutes ces propositions sur les revenus, sur la justice fiscale, nous vous les avons faites depuis 1 an dans la discussion budgétaire et encore dans notre proposition de loi déposée lundi. Saisissez l'occasion d'une réponse sociale pour pouvoir engager ensuite sereinement un dialogue sur le financement de la transition écologique. Sans ce nécessaire électrochoc social, vous ne réussirez pas à régler l'urgence démocratique et citoyenne dans laquelle nous sommes et qui est l'affaire de tous. Sans cet électrochoc, vous ne calmerez pas l'impatience des Gilets jaunes. La colère actuelle est celle d'un peuple qui se sent abandonné, méprisé peut-être, déclassé parfois, pas écouté en tout cas. Les petites phrases d'un président perçus comme arrogants doivent laisser place au respect. Les mots qui blessent doivent cesser pour ouvrir le dialogue. Le président jupitérien a cru qu'il avait tous les droits depuis son élection. Il en a oublié qu'il avait surtout des devoirs à l'égard des citoyens de notre pays. Ce césarisme sous couvert de relations directes avec les Français fait aujourd'hui qu'il gouverne comme un roi nu, dépouillé de ses protections et qui pense que tout compromis est une compromission. L'écoute, le dialogue, la concertation sont les sources de la concorde et de l'unité nationale. Monsieur le Premier ministre, et je terminerai par là, Monsieur le Président, les partenaires sociaux, les associations, les élus locaux, les parlementaires sont des digues sociales et démocratiques que l'absence de dialogue a amoindries. Pour répondre à la crise des Gilets jaunes, appuyez-vous sur les drapeaux des salariés, faites confiance aux syndicats. Pour répondre à la crise des Gilets jaunes, appuyez-vous sur les écharpes bleu, blanc, rouge. Faites confiance aux élus locaux et notamment aux milieux de maires ruraux. Nous sommes là, prêts à construire un avenir pour notre pays, prêts à un débat serein sur des propositions nouvelles, en dialogue avec la concertation, prêts à aller vers les citoyens pour un grand mouvement démocratique qui leur redonnerait la parole. Prenez des décisions fortes pour répondre aux urgences écologiques, sociales et démocratiques. Répondez, Monsieur le Premier ministre, sachez entendre leurs angoisses à ses concitoyens. Le temps est court, très court, Monsieur Philippe. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour répondre aux orateurs des groupes et au Sénat, la parole est maintenant au Premier ministre, Monsieur Édouard Philippe. Vous avez la parole, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Je voudrais d'abord remercier, Mesdames et Messieurs les sénateurs, tous les orateurs qui se sont succédés à cette tribune. Les remercier en saluant le ton et la très bonne qualité. Pardon, je ne me fais pas juge du tout de ce qui est dit par chacun des orateurs, ça n'est pas mon rôle. Mais je voudrais le dire. J'ai indiqué à tous les présidents des groupes parlementaires, à tous les présidents des formations politiques que j'ai reçus lundi dernier à Matignon, que je souhaitais qu'un débat comme celui-ci soit organisé à la fois à l'Assemblée nationale, il l'a été hier et il a été suivi d'un vote, et aujourd'hui au Sénat. Je le souhaitais parce que, dans un moment politique intense, il est indispensable que le débat politique soit organisé à l'intérieur des assemblées, à l'Assemblée nationale, au Sénat, que les échanges d'arguments aient lieu ici, que les mises en cause aient lieu ici, que les défenses éventuelles aient lieu ici. Je voudrais encore une fois et très sincèrement saluer le ton et le talent des orateurs qui se sont exprimés. Je retiens des différentes interventions plusieurs choses. D'abord, la mise en perspective internationale qui a été évoquée par plusieurs des orateurs et qui nous montre que cette crise française
n'est pas seulement française. Son expression est française. La question de savoir comment est-ce qu'on la résoudra est française. Je ne m'exonère d'aucune responsabilité. Mais elle est plus profonde. Il y a quelque chose de saisissant à constater que ces crises sociales ou politiques, parfois les deux, qui interviennent aujourd'hui, interviennent environ une dizaine d'années après une crise financière qui a très profondément secoué, pour le dire un peu trivialement, nos économies et nos systèmes occidentaux. Et comment ne pas voir aussi, pas seulement, mais aussi dans cette crise, une forme de réplique comparable à celle qui a été vécue en Italie, c'est vrai, qui n'est pas sans lien avec celle qui a été vécue aux États-Unis et qui s'exprime différemment, car après tout, les génies nationaux sont ce qu'ils sont et c'est heureux. Mise en perspective internationale. Je retiens aussi l'invitation aux réformes structurelles. Alors bien entendu, elles ne sont pas toujours convergentes en fonction des orateurs, c'est vrai, et c'est normal. Mais je veux voir dans cette invitation à la réforme structurelle quelque chose qui n'est pas justement le petit réglage fin d'un problème qu'on essaierait de faire disparaître au jour le jour. Je pense, et j'essaie d'être précis quand je m'exprime et nuancé, je ne crois pas une seconde qu'il faille s'exonérer de ses responsabilités en rejetant toute la faute au passé. Je ne le fais pas d'ailleurs. Mais je veux dire que dans notre pays, depuis très longtemps, ces réformes structurelles ne sont pas intervenues. Vous l'avez d'ailleurs rappelé pour un grand nombre d'entre vous. Elles ne sont pas intervenues, ou plus exactement, elles sont intervenues dans certains domaines, mais elles n'ont pas réussi à régler l'ensemble des problèmes qui étaient posés à notre pays. Je voudrais en prendre un exemple que chacun connaît ici et qui a à voir avec la dette, dont beaucoup ont évoqué l'importance en France. Dans les 10 dernières années, notre niveau de dette s'est considérablement accru. Nous sommes à peu près à 100% de dette publique, 100% du PIB de dette publique. C'est près de 30 à 35 points de PIB de dette en plus pendant 10 ans. C'est considérable. C'est absolument considérable. Eh bien, mesdames et messieurs les sénateurs, et nous le savons tous ici, alors même que pendant ces 10 années, notre dette publique augmentait de façon considérable, nous faisions semblant de ne pas voir que dans des domaines de l'action publique, nous étions en train d'accumuler une dette qui un jour serait requalifiée en dette publique, mais nous préférions, par pudeur peut-être, par prudence aussi, parfois par lâcheté, disons-le, ne pas l'avoir. Songez que pendant 10 ans, et depuis bien avant d'ailleurs, nous avons par exemple demandé à RFF et à la SNCF de s'endetter, dans des conditions qu'aucune entreprise n'aurait pu supporter. Pourquoi? Parce qu'on savait que derrière il avait l'État. Et donc on savait qu'ultimement, cette dette qui, juridiquement, n'était pas une dette de l'État, était au fond une dette de l'État. Qui peut dire que ce choix, il aurait été fait inconsciemment? Il a été fait collectivement et répété collectivement par des gouvernements et par des majorités. Eh bien, la conséquence, c'est que lorsque nous avons voulu réformer la SNCF, nous avons assumé le fait que cette dette ne pourrait pas être financée dans des conditions normales par la SNCF, qu'il fallait donc la reprendre. Et une partie de l'augmentation de la dette publique viendra, c'est vrai, de cette reprise. Et je ne doute pas que sur tous les bancs, peut-être, on viendra dire au gouvernement, voyez, vous avez augmenté en ce domaine la dette publique de l'État. La vérité, mesdames et messieurs, c'est qu'en ce domaine, et depuis trop longtemps, nous n'avons pas été à la hauteur des enjeux. Et je le dis sans accuser personne, car je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'avais été en responsabilité à cette époque. Mais le dire, c'est aussi, je crois, faire œuvre de la lucidité à laquelle je m'invitais moi-même tout à l'heure. Je retiens de vos interventions le souci et l'invitation ferme à la concertation et à l'exécution des mesures. Je retiens le soutien général aux forces de l'ordre et l'invitation à la fermeté, le souci de préserver la sécurité des personnes, qui est une doctrine constante dans l'emploi des forces de l'ordre. Je retiens aussi, et je m'en réjouis vivement, le souci d'apaisement et l'appel à la responsabilité formulé sur tous ces bancs. Je ne m'exonère, je l'ai dit, d'aucune responsabilité. D'abord parce que, là aussi, pour le dire trivialement, ce n'est pas le genre de la maison, et parce que de toute façon, ça n'est pas possible lorsqu'on est Premier ministre. J'essaie de m'exprimer avec calme, avec nuance,
en ne cherchant jamais à simplifier ou à caricaturer, ce qui, dans les canons du débat public actuel, n'est pas toujours spectaculaire, il faut bien reconnaître. Et je n'ai jamais hésité à assumer, y compris des mesures dont je savais qu'elles étaient impopulaires, parce que je croyais qu'elles étaient bonnes. Et après tout, on a le droit de ne pas être d'accord avec ces mesures, mais essayer d'assumer des mesures qu'on sait impopulaires, ça a quand même, me semble-t-il, une vertu démocratique. Je voudrais répondre à la question qui m'a été faite par le président Marseille de la ligne. Je crois avoir dit dans mon propos introductif combien, au fond, le gouvernement s'estimait tenu par les engagements qui ont été pris par le président de la République devant les Français, par les parlementaires de la majorité au moment des élections législatives. Lorsque je dis que c'est le cap qui a été fixé à cette majorité et à ce gouvernement, je dis que notre objectif est de l'atteindre, de composer, s'il le faut, avec la réalité, d'améliorer un certain nombre de mesures, c'est vrai, mais d'atteindre ce cap et de ne pas renoncer à cet équilibre des finances publiques. Les conditions du débat à la fois du PLFSS et du PLF permettront d'avancer dans l'équilibre des finances publiques. J'ai entendu beaucoup de mesures qui étaient proposées ici. Et parfois, en peu de mots, on dépense beaucoup d'argent public. En très peu de mots. Et souvent, on peine à voir les ressources qu'il conviendrait de mettre en face de ces mots qui permettent de dépenser tant d'argent public. Il faudra donc que nous veillions collectivement à assurer un équilibre des finances publiques pour éviter que la dette n'explose, pour éviter que nous continuions à transférer à après nous, le après nous étant générique, au gouvernement, aux majorités successives, aux générations successives, une charge et une dette dont nul, in fine, ne pourra s'exonérer. Mesdames et Messieurs les sénateurs, apaisement, débat, appel à la responsabilité et détermination à assurer la sécurité des Français. C'est le sens des mesures que j'ai annoncées, c'est le sens de la déclaration que j'ai faite. Je voudrais vous remercier très sincèrement pour la qualité de ce débat. Et voilà pour ce discours du Premier ministre Édouard Philippe, suivi d'un débat des sénateurs autour de la fiscalité écologique et du pouvoir d'achat en plein mouvement des Gilets jaunes, un débat qui s'est déroulé le 6 décembre dernier et lors duquel le Premier ministre a ouvert la grande concertation sur la fiscalité et le pouvoir d'achat, mais il a posé deux conditions. Pas de création de nouvelles taxes et pas de hausse de la dette. Bruno Retailleau, le président du groupe Les Républicains au Sénat, majoritaire, avait alors salué la décision d'Emmanuel Macron d'annuler la hausse des taxes sur les carburants. Et du côté de la gauche du Sénat, l'accent a été mis sur le rétablissement de l'impôt sur la fortune et sur la hausse des salaires pour améliorer le pouvoir d'achat des Français. Vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur notre site internet publicsénat.fr. Je vous souhaite une très bonne journée sur les chaînes parlementaires.